Du coup, je vais démarrer avec vous, Patrick. Bon, vous semblez dire que l'amnésie des générations donc, humaines vis-à-vis des changements de la nature empêche d'en comprendre les dynamiques profondes et sur un temps plus long. Mais est-ce que, malgré l'érosion, pour ne pas dire l'effondrement, de la biodiversité à laquelle on assiste depuis une ou deux générations, l'évolution adaptative de la biodiversité sur un temps plus long donne pas des raisons d'espérer? Oui, c'est toujours un peu... C'est quasi religieux, l'espérance. Hein. Bon, peut-être, oui. Bien sûr, bon, soyons très clairs, la vie n'est pas menacée. Bon, si on veut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, pour le coup, encore notre habitat terrestre, s'il nous devenait complètement hostile, ça menace notre espèce, mais ça ne menace pas la vie. C'est-à-dire que même dans les crises qu'on a connues dans le passé qui ont été beaucoup plus loin et beaucoup plus lentement que ce qu'on connaît maintenant, ça a redémarré souvent avec des explosions de diversité. Donc la question, c'est bien l'habitabilité de la Terre, je vais y arriver, pour les humains qui est posée. On est très anthropocentré sous des dehors non anthropocentrés. En fait, c'est la question qui se pose, c'est va-t-on laisser aux futures générations des écosystèmes suffisamment complexes pour qu'ils ne soient pas dangereux. Plus vous simplifiez un écosystème, moins vous avez d'espèces dans l'écosystème, plus il devient instable. Plus vous avez des espèces opportunistes qui sont importantes en biomasse, qui sont des incubateurs de maladies, potentiellement. Alors les maladies, surtout de virus et de bactéries. Or, ce petit monde-là a un potentiel évolutif beaucoup plus rapide que le nôtre. En gros, il y a 3 millions d'années entre Lucie et nous. Bon, il y a quand même une différence physique et aussi de volume de cerveau entre bon, une population de bactéries, elle fait le même nombre de générations en 10 ans. Donc 3 millions d'années chez l'homme, c'est 10 ans sur une population de bactéries. Donc vous voyez qu'ils auront toujours gagné. Donc dans des systèmes très simplifiés, où vous avez des incubateurs que sont une espèce à ce moment-là très abondante, il y a un vrai danger. Donc la diversité des écosystèmes est une question de survie pour les générations futures. Une petite remarque par rapport à ça, supplémentaire, c'est bon pour vous? Je suis parfaitement d'accord. Bon. Est-ce qu'il y a à ce stade-là une question ou un commentaire dans la salle? Il y a des micros, je vois là. Merci. Merci. J'aurais aimé revenir un peu sur la question qui concernait l'Anthropocène. Voilà. Je trouve que la réponse qui a été faite par Frédéric Ducarme était un peu abrupte. Bon, pour la petite histoire, sachez que l'Union internationale des sciences géologiques a mis en place une commission de travail sur cette notion d'Anthropocène. En 2019, je crois que c'était en juin ou en mai 2019, cette commission a statué en recommandant l'usage du terme Anthropocène. Ensuite, à la fin de l'année 2023, la même commission a proposé d'identifier très clairement, donc stratigraphiquement, cette commission comprenait des géologues. Cette commission a proposé donc d'identifier clairement le clou d'or qui permettrait de distinguer Holocène et Anthropocène dans une couche annuelle varvée du lac Crawford au Canada. Et donc cette année, quand la commission de stratigraphie du Quaternaire a décidé d'éluder le terme d'Anthropocène, c'était quand même un peu la surprise générale. Je ne vais pas revenir sur les polémiques qui ont été associées à la composition de cette commission de stratigraphie du Quaternaire. Sachez, donc en tous les cas, que l'Anthropocène est quelque chose qui est identifiable stratigraphiquement. Je comprends que les géologues n'aient pas forcément apprécié au départ de voir un chimiste de l'atmosphère, Paul Crutzen, se mêler de l'échelle stratigraphique internationale. Ça ne pouvait pas forcément plaire à tous les géologues, mais sachez qu'il y a une large partie de la communauté des géologues internationale qui reconnaît ce terme. Le débat n'est pas clos. Comme dans toute science, il y a des décisions qui peuvent être prises à un moment donné, mais on le sait très bien, dans l'histoire de toutes nos disciplines,
que ces décisions sont révisées ensuite. Donc il y a une trajectoire darwinienne aussi de la science. Et enfin, je conclurai en disant qu'il y a le débat qui continue. Je vous invite à vous reporter à un article publié récemment dans Nature à la fin du mois d'août. Regardez le volume 632, page 980 et suivante. Un article dont le premier auteur est Jan Zalaziewicz. Et puis, vous pouvez vous reporter aussi à une revue qui est tout aussi accessible. Merci. The Conversation, 12 mars 2024. Ok, merci. Je ne sais pas, c'était moins une question qu'un commentaire. Oui, voilà. Enfin, vous avez très bien résumé la situation. C'est un débat au sein de la communauté géologique. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que nous, on parlait plus d'écologie que de géologie. C'est un concept qui divise effectivement les géologues. Actuellement, la Commission internationale de stratigraphie a décidé que ce n'était pas une ère à intégrer dans leur échelle des temps stratigraphiques. Mais moi, en tant qu'écologue, je m'en fiche complètement. Effectivement, en fait, elle a plein de marqueurs très typiques. Il y a les essais nucléaires qui ont quand même laissé de beaux isotopes dans les couches actuelles. Il y a les microplastiques. Il y a la question du taux de CO2, etc. Donc il y a plein de marqueurs qui existent. La question, c'est sur combien de temps, quelle va être l'importance en fait dans la stratigraphie à l'échelle des millions d'années. Parce qu'en fait, parti comme c'est parti, comme il a été dit tout à l'heure, il n'est pas sûr que notre espèce fasse de très vieux os. Donc l'Anthropocène pourra n'avoir été qu'un battement de cils dans l'histoire de la vie sur Terre, et en fait ne laisser dans leur registre fossile que l'équivalent d'une grosse météorite, où ça fait aussi des belles catastrophes, une grosse météorite, mais c'est très brutal et après c'est terminé. Donc nous, c'est pas une très grosse, une grosse. Et donc voilà, peut-être que nous, ce sera pareil. Et c'est toujours très intéressant quand on est écologue de parler avec des géologues. Effectivement, moi, mon professeur de géologie, qui était planétologue, Pierre Thomas, que certains connaissent peut-être parmi vous, nous disait, quand j'étais étudiant, oh, vous savez, une espèce, ça dure quoi? Entre 100 000 et 2 millions d'années. Nous, on a déjà fait l'essentiel. Bon. En plus, les grands singes, il y a quoi? Il y a 5 espèces de grands singes. Il n'y a que la nôtre qui est encore un peu vaillante. Bon, c'est pas un grand succès de l'évolution, les grands singes, ça fera sans doute pas de vieux os. Donc, bien sûr qu'à l'échelle géologique, tout ça, c'est pas grand-chose, et que la vie s'est remise bien pire de ce qu'on fait et qu'elle s'en remettra encore. Le problème, c'est nous. Ok, Patrick. Derrière, il y avait une autre personne qui voulait prendre la parole. Alors, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord pour vos interventions. Moi, j'avais une question pour Monsieur Ducarme, notamment parce que j'ai été interpellé, assez intéressé par l'idée de conserver. J'ai été assez interpellé et intéressé par l'idée de conserver en fait un potentiel d'adaptation ou d'évolution aux espèces. Et donc moi, je m'intéresse pas mal aux macaques de Barbarie au Maroc. Et donc les macaques qui sont assez connus pour leur comportement culturel. Donc il y a des espèces. Enfin, il y a des groupes de macaques, plus précisément, qui sont habitués à l'homme. On considère ça comme un comportement culturel bien précis. Donc la perte de la peur de l'être humain. Et c'est généralement vu comme une perte de potentiel adaptatif. À savoir que ça affecte leur microbiome, leur comportement. Moi, au Maroc, on m'a souvent parlé au sujet de ces groupes-là. On les a souvent qualifiés de macaques à touristes ou ce genre de choses-là. Moi qui les ai suivis, je sais que ce sont des macaques totalement sauvages. Il y a eu le même genre de débat au Japon sur leur nature sauvage de ces macaques qui sont habitués à la présence de l'homme. Donc on connaît tous ces macaques japonais qui se baignent par exemple dans les onsen, dans ce genre de choses-là. Et ces comportements culturels au Japon, on commence à les voir comme quelque chose d'unique. On parle même de co-culture avec l'être humain, et même avec d'autres espèces animales. Et votre question? Oui, j'y viens. Donc, d'un côté, c'est vu comme négatif, donc comme une perte de potentiel adaptatif, mais en même temps, d'autres chercheurs le voient comme, on peut les voir comme l'émergence de comportements qui peuvent servir d'exaptation de ce genre de choses-là, donc comme un élargissement de leur potentiel adaptatif. Est-ce que dans le futur, on va s'orienter vers ce genre de débat, d'opposition entre différents potentiels adaptatifs, potentiels d'adaptation?
Alors, c'est une vraie question. Les hommes exercent une pression sur les écosystèmes qui est telle qu'elle oblige les espèces à s'adapter. Un truc qui est très connu, par exemple, c'est que la plupart des espèces qu'on a vues tout à l'heure sur les schémas sont nocturnes aujourd'hui. Tout ce qui est renard, chevreuil, machin, c'est essentiellement nocturne, alors qu'à la base, c'est des animaux tout à fait diurnes. Mais parce que nous, on est là la journée, on les a rendus nocturnes. Donc, il y a des adaptations qui sont faites au fait de vivre avec les humains. Et notre pression est telle qu'effectivement, ça devient un des principaux facteurs d'adaptation. Ce qui mène pour certaines espèces qui ne sont effectivement pas domestiques au sens classique, mais qui vivent avec nous, à ce qu'on appelle parfois la clochardisation de la biodiversité, des espèces complètement dépendantes de nos ordures ou du fait qu'on les nourrisse, etc. Ça se voit beaucoup avec des primates urbains, en Inde énormément. Pour la France, si vous allez à Mayotte, les lémuriens de Mayotte sont comme ça essentiellement nourris par les touristes. Et le problème, c'est qu'ils ne savent plus très bien se nourrir tout seuls. Donc c'est un vrai problème. Parce qu'effectivement, cette adaptation aux humains est souvent une désadaptation à un milieu d'origine. Et après, où est le bien, où est le mal, l'animal, il veut juste survivre. Donc, qui mange des tuques ou de la mangue sauvage, lui, il veut juste manger. Donc, c'est pas facile de mettre un jugement d'ordre moral et normatif là-dessus. L'animal a peut-être raison de s'adapter. Après, la question, c'est si demain l'humanité disparaît, il y a une sacrée liste des animaux qui risquent de ne pas survivre. Parce qu'un chihuahua, pour égorger un mouton, il en faut beaucoup. Donc, évidemment que beaucoup d'espèces sont aujourd'hui complètement inféodées aux humains et aux écosystèmes que fabriquent les humains et disparaîtraient avec l'homme. Il y a ce qu'on appelle un cortège d'espèces anthropisées. Après, est-ce que moralement, comment on doit considérer ça, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est parfois dommage quand des espèces sont complètement éteintes à l'état sauvage et ne subsistent plus que dans nos villes et au contact, et surtout dans un état de clochardisation qui parfois est assez pathétique. Donc ça, pour les macaques, c'est vraiment triste parfois. Oui. Patrick, vous voulez rajouter un mot ? Très bref, c'est pour faire de la pub. Dans la prochaine livraison de Bourgogne-Franche-Comté Nature, vous allez trouver un article qui est une traduction d'un article norvégien sur les loups norvégiens et sur en quoi le loup norvégien protégé et norvégien est une construction sociale. À partir du moment où il avait disparu et il est revenu. Et vous allez voir que là, on est typiquement dans le genre de problème où finalement, il faut passer un certain nombre d'étapes de reconnaissance sociologique pour que l'animal soit vraiment sauvage, quoi. C'est assez intéressant. J'avais une question, alors je vais commencer peut-être par Vanessa. Dans le livre que vous avez peut-être lu, Win-Win Ecology, du professeur d'écologie et de biologie évolutive américain Michael Rosenzweig, il prône une écologie de la réconciliation en se fondant sur l'idée qu'il n'y a pas assez de zones désignées pour que toute la biodiversité terrestre puisse être préservée dans des aires dédiées. Voilà. Et qu'il faut favoriser la biodiversité dans les milieux anthropisés. J'aimerais bien avoir votre regard, y compris avec toutes les enquêtes que vous avez faites auprès des naturalistes amateurs, pour savoir si cette écologie de la réconciliation vous paraît la bonne voie, vous paraît jouable, et vous en avez vu déjà, je dirais cela comme ça, des débuts d'application, de mise en œuvre, où ça vous paraît plutôt du domaine de la conflictualité? La réconciliation, enfin... Ou la conflictualité, il y a plein de modes de cohabitation possibles qui ne sont pas contraints soit d'évacuer le conflit, soit de vivre en parfaite harmonie. Je me situerais dans une sorte d'entre-deux, avec des configurations à chaque fois singulières. Ça m'a fait penser ce que j'ai entendu là, à la troisième nature que décrit Anat Singh, c'est-à-dire aussi une nature férale, avec ce sauvage qui s'approche des humains ou qui s'échappe de la domestication. Et la nature de demain sera sans doute largement composée de cet entre-deux. Et donc il faut inventer des modalités de cohabitation à chaque fois situées et à chaque fois différentes, sans poser de jugement moral sur... voilà. Parler de clochardisation, déjà, c'est un... Par exemple, les naturalistes que j'ai rencontrés, pour anticiper la nature de demain, considèrent que certaines espèces pionnières, celles que n'aiment pas trop quand même les écologues,
ni les naturalistes d'ailleurs, qui effectivement qui sont considérées comme invasives, méritent d'être requalifiées dans la mesure où elles peuvent vivre et surgir dans des milieux extrêmement pauvres, et elles sont la garantie finalement aussi d'une possibilité de diversification future dans des temps plus lointains. J'ai juste une incise à ce sujet. Ça me fait extrêmement penser à la Caulerpa taxifolia, qui est une algue d'origine tropicale qui a été introduite en Méditerranée par un rejet, on va dire, malencontreux de l'aquarium de Monaco. Et qu'on a au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était dans les années 90, où on était tous affolés sur l'impact sur les herbiers de Posidonie, et où en fait on s'est rendu compte, c'est exactement ce que vous décrivez, qu'il y a eu un phénomène d'adaptation, et que notamment, d'abord, là où les herbiers de Posidonie étaient plutôt en bonne forme, ça résistait bien à la Caulerpa taxifolia, mais en outre, la Caulerpa taxifolia a colonisé des espaces de vasières, des espaces portuaires où il n'y avait rien ou plus rien, et ont abrité, du coup, offert gîtes et couverts à de nouvelles espèces. Alors, voilà, c'est pas le cas de partout, mais en tout cas, on a pu observer un peu ça. Frédéric, je vous vois hocher la tête, d'être plus dubitatif, mais on a aussi ces phénomènes-là, et je trouve que toutes ces questions d'invasion biologique qui effectivement font débat. La question, c'est comment on gère, enfin, quel est notre regard par rapport à ces dynamiques-là, et surtout quand on est en responsabilité de gestion de la biodiversité. Je suppose que c'est pas très simple. Et après la fin de votre intervention, je veux bien avoir l'avis de vos deux collègues. Effectivement, il serait préférable sans doute d'avoir des milieux qui ne soient pas si pauvres qu'elles ne puissent être colonisées par des espèces pionnières qui envahissent et qui empêchent les autres espèces de cohabiter. Mais pour retrouver ces potentialités en fait, des milieux, mais là je parle sous votre autorité, en fait, il y a énormément de choix politiques à faire, à mon avis, qui sont centraux dans ces affaires-là, puisque la nature, elle, se débrouille à sa manière. On coévolue depuis fort longtemps. On s'est transformés mutuellement, les uns et les autres. Ça donne des compagnonnages parfois très réussis, d'autres parfois plus compliqués. Mais considérer que l'autre n'est pas simplement un être gênant ou un être avec lequel on a envie de s'allier, c'est déjà, je trouve, un comportement lucide du faire avec. Donc c'est peut-être ça que je retiendrai. Mais les choix politiques, eux, là, ceux-là, il y a des possibles à inventer. Patrick ? Oui. Bon... L'exemple des plantes invasives est assez illustratif, c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on ne peut pas empêcher. Encore hier, on a eu un exposé magnifique fait par une jeune collègue, une jeune collègue, pas si jeune, mais c'est Hélène Soublet. Mais bon, une collègue qui nous a parlé des espèces invasives. Comment dire, les transports ont été multipliés en intensité par 600. Au cours des 30 dernières années. Ça vous donne une idée des possibilités qu'on a. Donc il est impossible d'empêcher la translocation d'une espèce dans un autre habitat. Bon. Sur ces espèces qui sont transloquées, à un moment donné, il y en a une sur 1000 qui devient réellement invasive, parce qu'il y a tout un tas de barrières qui est opposée par l'écosystème qui a lui-même ses propres espèces. Après, c'est le temps long et le temps court. C'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que dans le temps court, le gestionnaire, puisque c'est la question que vous vous posiez, le gestionnaire dans le temps court, quand il voit toutes ces plantes rares envahies, je ne sais pas, par la renouée du Japon, et donc qui la couvre, il a un problème. Il ne peut pas dire je vais attendre 100 ans que les choses se stabilisent. Donc on est toujours dans cette espèce de gestion des échelles de temps qui sont emboîtées, celle du temps long, celle du temps court. Est-ce que le temps court, cette invasion, va menacer des espèces aux échelles spatiales, dans ce cas-là appropriées, peu importe qu'elles disparaissent là, si elles existent ailleurs?
Encore que, est-ce que cette population qui est là est génétiquement différente de celle qui est ailleurs? Donc on est dans un méandre de complexité et bien malin qui peut dire exactement ce qu'il y a lieu de faire là. Et je rajoute juste un élément de complexité pour Frédéric, c'est en plus, ces invasions biologiques, certes, elles peuvent détruire un certain nombre de populations autochtones, mais elles peuvent aussi favoriser l'arrivée d'autres aussi. Et c'est là que vraiment le débat se complexifie parfois sacrément. Oui, je pense qu'il y a parfois certaines personnes qui caricaturent un peu le débat sur les espèces invasives, avec des gens qui disent toutes les espèces invasives, il faut absolument mettre des barrières parce qu'elles ne sont pas de chez nous. Et c'est là qu'on voit la métaphore politique en fait, qui est derrière, ou d'autres qui disent qu'il faut régulariser toutes les invasives. Je pense qu'en fait, il faut juste regarder quel est leur impact sur les écosystèmes et quelle est leur capacité à s'intégrer, pour reprendre un autre terme qui vient de la politique. Et qu'en fait, il y a plein d'espèces qui ne posent pas de problème et qui sont parfaitement... Et sur la côte d'Azur, le figuier de Barbarie, qui sait que c'est une espèce mexicaine? On l'a toujours connu, mes grands-parents l'ont toujours connu. Et en fait, il prolifère sur des milieux où la plupart des espèces méditerranéennes ne pouvaient pas trop pousser. Il n'a pas vraiment remplacé... Décidément, la politique est jamais loin. Il n'a pas vraiment remplacé une autre espèce indigène. Donc en fait, il est là, il vit sa vie. Ses fruits peuvent nourrir des oiseaux, des machins. Très bien. Inversement, il peut y avoir des vraies catastrophes. La renouée du Japon, c'est vraiment une catastrophe dans certains milieux. Les chats sur les îles, moi qui travaille à la chaire Outre-mer de Sciences Po, si demain j'étais nommé ministre des Outre-mer, la première chose que je fais, interdiction des chats sur tous les Outre-mer, à part la Guyane où ils ont des prédateurs abondants, parce que c'est une catastrophe les chats sur les îles. Et les rats? Et les rats aussi, moins que les chats. Les chats, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et parce qu'en plus, ça tue par plaisir les chats. Donc ça... Ouais. C'est ça, il faut les rendre végétariens. On va bosser, oui. C'est le seul cas qu'on connaisse. Il y a une île en Nouvelle-Calédonie où il y a un petit phare. Et le gardien du phare, à la fin du 19e, avait un chat. Tous les matins, le chat lui ramenait un oiseau, qui était un oiseau terrestre local. Il a fait ça pendant 5 ou 6 ans. Au bout de 6 ans, le chat a arrêté de ramener des oiseaux. Et on n'a plus jamais observé cette espèce. C'est le seul cas historique d'une espèce entière éradiquée par un individu. Pas par une espèce, par un individu. Et donc oui, il y a des espèces invasives qui sont très problématiques. Et là encore, je parle de celles qu'on connaît, mais chez les fourmis, je peux vous dire que le jour où il y a des fourmis de feu dans la campagne française, là, la fourmi de feu, vous n'êtes pas près du tout. Hein. C'est tout simplement mortel pour l'homme comme pour les vaches. On avait ce problème de la fourmi électrique en Calédonie, avec une invasion absolument terrifiante. Et qui posait des problèmes notamment au bétail. Il y a des espèces qui posent des problèmes massifs et contre lesquels il faut absolument lutter. Il y en a où on peut s'adapter et il y en a aussi qui vont envahir à un moment et disparaître. La Colarpa taxifolia, elle a fait une invasion spectaculaire du nord de la Méditerranée et puis là elle a quasiment disparu et personne ne sait pourquoi. Mais on observe ça, on est plutôt content. Alors il y a d'autres invasives entre-temps. Mais il y a aussi des phénomènes, c'est aussi ça qui est beau avec la biologie, c'est que c'est une science de la complexité et parfois on ne sait pas, on constate. Je vais prendre des questions et remarques dans la salle. J'ai une première personne là. Merci juste de nous dire quand vous intervenez d'où vous parlez. Merci. Ben voilà, je parle de là. Non, mais d'où vous parlez, qui vous êtes. C'est ça que je veux dire. Je suis Marie-Josée Vergon-Trivaudet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Il se trouve que parmi les missions que j'ai à suivre, il y a effectivement cette fameuse mission que nous a généreusement fait descendre le ministère de l'écologie au niveau des DREAL, c'est-à-dire le suivi, la mise en place en fait de stratégies justement vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes. Et c'est pour ça que je voulais intervenir parce que je pense que là, dans tout ce dont on parle de manière beaucoup plus générale sur l'ensemble des écosystèmes, ce qui est vraiment le fond des choses, je serais tentée de dire que les espèces exotiques envahissantes, c'est presque un épiphénomène parmi ces choses-là. Ça peut poser des problèmes, effectivement, comme on vient de le dire, mais on oublie, il y a surtout une question d'échelle, à mon avis, à prendre en compte. Quand Patrick, tu parles de la renouée, effectivement, la renouée, il ne faut pas avoir dans l'idée qu'elle va être éradiquée un jour. Elle ne sera jamais éradiquée, ou alors, je ne sais pas, c'est quelqu'un la solution. Par contre, à certains endroits particuliers, elle peut poser problème. Donc, en termes de gestion, c'est vers ça qu'il faut aller. Et moi, c'est ce que je trouve des fois
parfois en tout cas dangereux dans une stratégie, dans une politique qui se met en marche, c'est-à-dire derrière, ça veut dire qu'il y a de la communication, on en parle et du coup on fait peur à tout le monde et tout le monde veut faire un petit peu n'importe quoi avec ça. Comme vous venez de le dire, il y a des espèces exotiques envahissantes qui ne poseront un problème qu'à un endroit, peut-être pas à d'autres. L'idée, ce n'est pas d'éradiquer complètement une espèce d'un endroit parce qu'elle est sortie de son aire de répartition. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment une relativité à avoir par rapport à ça et entre effectivement ce qui peut éventuellement devenir dangereux, ce qui ne l'est pas, et puis surtout avoir cette notion d'échelle qui est très très importante, à mon avis. Merci. Je pense que c'était plus un commentaire et je vais prendre. J'ai une personne au fond qui depuis tout à l'heure et puis on reprendra votre intervention. Allô ? Oui, on vous entend. Ok, alors bonjour, je m'appelle Élise Le Gall. Je suis étudiante à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté en master sol, eau, milieu et environnement. J'avais une remarque parce que j'ai choqué un peu les ornithologues dans la salle. Par rapport au chat, alors on dit toujours le chat, ça attaque les oiseaux. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais pourquoi le chat, il s'attaque aux oiseaux ? C'est que les gens, ils prennent des chats, ils s'en occupent pas. Et ils les relâchent dans la nature, ils les stérilisent pas. Alors moi, je pense que il y a un problème de gestion au niveau de ça et au niveau de certaines communes qui sont pas habilitées du tout à gérer ce genre de problème. Il n'y a pas de budget, donc dans plein de choses, il n'y a pas de budget et je trouve pas ça normal que au niveau de la prise en compte d'espèces animales aussi relâchées dans la nature intempestivement, qu'on ne prenne pas plus de responsabilité. Je pense qu'il y aurait moins d'impact sur les oiseaux. On parle de chats, on peut parler de tortues de Floride, etc. Donc je pense qu'on n'est pas assez responsable par rapport à ça. Voilà. Merci pour votre remarque. Je vais juste apporter un témoignage qui corrobore ce que vous dites. J'habite sur une île bretonne et en fait, on a un énorme problème avec les chats, potentiellement, les rats, les chats, entre autres. Les chasseurs parce qu'ils nous mettent des faisans, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et en fait, on a, je ne dis pas régler le problème, mais on a pu le réguler parce que, en fait, des personnes qui sont amoureux des chats se sont un peu réunis et ont commencé à faire de la régulation par de la vaccination, de la stérilisation là où il fallait, etc. etc. Et c'est possible, mais il faut que les citoyens et les habitants se mettent ensemble pour gérer ça. Et donc, on ait conscience au passage. Voilà, c'est un peu la nécessité. Oui, vas-y. Oui. Mais pour reprendre au bon, à nouveau, là, je reprendrai la remarque qu'a fait Marie-Jo, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'échelle. C'est-à-dire que quelque part, le chat dans nos systèmes à nous, continentaux, peut poser un certain nombre de problèmes, mais finalement, ils sont assez mineurs. Sur une île, c'est une catastrophe, surtout quand ils viennent d'arriver. Donc là, il y a déjà ce problème-là. La deuxième chose, c'est que vous touchez là un problème, alors ma collègue va peut-être le dire, sociologique. Je fais partie de l'Académie vétérinaire, j'essaie de pousser à ce qu'on ait une réflexion sur les chats et les chiens, et leur impact sur la biodiversité. Hein. Mais vous allez me dire, les chiens, je ne vois pas bien pourquoi. Réfléchissez, on est en train de nous dire qu'il faut manger moins de viande. Quel est l'impact en CO2 de toute la nourriture carnée qui est donnée à nos amis chiens ? C'est colossal, ça, on ne le chiffre pas, les chats c'est pareil, hein, les croquettes qu'on leur donne. Et donc ça, c'est des impacts très indirects, mais que sociétalement, on n'est pas prêt de considérer, parce que là, j'ai vu les réactions. Ah oui, mais tu te rends compte, c'est quand même c'est chaud. Alors, ils disent pas non, hein, on l'abordera, ce problème-là. Hein. Mais c'est bien plus facile de parler, comme on l'a fait, de vivre avec la faune sauvage. C'est beaucoup plus neutre, encore que le loup, l'ours, tout ça, mais bon. Donc, derrière, voilà, il y a la réalité scientifique, on va dire ça comme ça. Il y a ce qu'on connaît des espèces, mais il y a aussi la manière dont la société veut s'en emparer. Okay. Vanessa, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter quelque chose parce que pour moi, tout ça, ce sont un peu les symptômes d'une désespérance. C'est-à-dire que quand il nous reste si peu d'oiseaux, on finit par s'écharper autour des chats. Et que pour moi, c'est aussi un masque des enjeux politiques majeurs, par exemple, qui concernent l'agriculture intensive, parlant de biodiversité.
tant qu'on n'aura pas réglé ce problème et des freins aussi de la propriété privée, on aura un mal fou et on continuera d'être en conflit sur des phénomènes finalement qui sont assez marginaux et qui sont le symptôme d'une crise bien plus importante et et c'est celle-là qu'il faut prendre à bras-le-corps. Qu'est-ce qu'on fait de nos territoires agricoles ? Il ne reste plus que quelques haies, on a des sols pollués, on a des rivières polluées. Donc tout ça, c'est le résultat finalement d'une crise bien plus systémique et bien plus grave quant au choix qu'on a fait en termes d'exploitation des sols et des... Oui. Merci Vanessa en fait pour votre réaction, et on va peut-être pas trop développer là-dessus parce que c'est précisément une discussion qu'on va avoir demain, notamment avec Marc-André Sellos, mais d'autres, et du coup on peut peut-être progresser sur d'autres questions qui nous viennent de la salle. Cécile Forest, Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, association gestionnaire de milieux naturels. Je m'interrogeais, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que, en termes de gestion justement des espaces naturels, c'était important de s'attacher à préserver les potentialités d'adaptation des espèces plus qu'à essayer de retrouver des états de référence un peu théoriques. Mais du coup, je me posais la question, comment on évalue et comment on identifie ces potentialités d'adaptation des espèces et comment on choisit les espèces, on va dire, à enjeu pour lesquelles on va identifier une nécessité de conserver sa potentialité d'adaptation. Parce que si concrètement sur le territoire, par exemple, on se pose la question de la préservation des pelouses calcaires. Les pelouses calcaires, c'est un état dynamique. Est-ce qu'il y a un enjeu, un intérêt à se dire qu'on préserve les potentialités d'adaptation des espèces caractéristiques de ces milieux ouverts des pelouses calcaires, ou est-ce qu'on va plutôt se dire que de toute façon elles sont amenées à disparaître, ces pelouses, et que l'intérêt il est plutôt de préserver les capacités d'évolution et d'adaptation des espèces plus de fruticées ou des milieux forestiers. Voilà, en tant que gestionnaire, comment on se positionne par rapport à ces questions-là ? Frédéric, puis Patrick. C'est pas facile parce qu'effectivement, la science du potentiel, c'est très, on touche à de l'intangible. Faire de la science sur du virtuel, c'est compliqué. Donc, plutôt que de dire telle espèce a tel potentiel on donne les conditions de possibilité aussi de cette adaptation. C'est-à-dire qu'on sait que pour qu'une espèce évolue, il faut qu'elle ait déjà une certaine population. Parce que s'il n'y a plus assez de population pour faire de la diversité génétique, il y a un goulot d'étranglement évolutif. Donc, il faut qu'elle ait une certaine population, il faut qu'elle puisse... Alors, c'est la question des métapopulations. Il faut plusieurs populations aussi qui soient reliées, mais pas trop, pour que chacune puisse évoluer, mais qu'il y ait quand même des flux de gènes, etc. Donc, on essaye de donner à chaque espèce les conditions de possibilité de son évolution. Mais après... Sur l'identification du potentiel évolutif, ça, je crois qu'on est assez désarmé. On les laisse faire et on leur fait confiance. On fait confiance à la nature. Mais c'est une science de l'incertitude, l'écologie, toujours. Oui, et puis c'est une question d'échelle. Parce que est-ce que finalement la recolonisation de la pelouse sèche sur 2 hectares est totalement déterminant si on connaît l'ensemble des pelouses sèches qui existent dans la même zone biogéographique? Bon, donc c'est une question qui est très difficile. Le futur, on ne sait pas le prédire. C'est d'une complexité extraordinaire. Il y a un article qui est sorti de Boyer et collègues sur l'éradication des tsetse en Afrique. Il y a un plan d'éradication des tsetse. Il y a 31 espèces à peu près, espèces et sous-espèces. A-t-on le droit d'éradiquer cette espèce-là pour des raisons de santé humaine et animale? Et qu'est-ce que... Alors la réponse était plutôt non, que quand même il y a une valeur intrinsèque pour préserver justement quelque part le potentiel évolutif, etc., etc. Et on a replacé, bon peut-être, alors d'accord, pas l'espèce, mais la population qui pose problème. Oui, mais la population, elle est génétiquement différente. Une espèce, c'est des populations avec des caractéristiques génétiques différentes. Donc, si on supprime cette population-là, on supprime un élément constitutif de l'espèce. Donc, est-ce qu'on est
légitime scientifiquement, au sens de maintenir l'espèce dans sa diversité, et moralement à le faire. Il y a une vraie question là derrière qui n'est pas résolue. Et on donc, a eu le même problème avec les moustiques porteurs de dengue ou de palu. Voilà. D'autant qu'on sait que parfaitement, alors ça c'est autre chose, c'est que au débat d'hier, j'en sors, mais finalement on tourne toujours sur les mêmes questions, c'est à quoi ça sert une espèce ? Bon, finalement, presque toutes les espèces, 99%, on ne sait pas à quoi elles servent. En tant qu'espèce, une espèce. C'est rare qu'on puisse dire, si vous prenez une espèce de coraux, on voit à peu près quel est son rôle d'ingénieur. Mais pour la plupart des autres espèces, si je supprime le loup, ce qui s'est fait pendant un siècle, nos écosystèmes n'en ont pas été pour autant bouleversés. Bon, donc si on pose la question comme ça, on s'en sortira jamais. En fait, on est incapable, c'est tout le système qui est en cause, ce n'est pas simplement une espèce dans le système. Par contre, si on est dans une logique de dire cette espèce-là doit servir quelque chose pour mériter de vivre, on est incapable de dire pour la plupart à quoi elles servent individuellement, s'entend. Et on le voit bien en Bourgogne avec le cassis, je ne sais pas si Marie-Charlotte est là, et les pollinisateurs du cassis, on en enlève un, ça ne fait rien, on en enlève deux, ça ne fait rien, mais c'est au bout du compte, quand on en a enlevé suffisamment, que là, tout le système s'effondre de production. Donc c'est la réponse, ça c'est quelque part, on ne sait pas faire, mais très certainement, il faut garder le maximum de biodiversité à toutes les échelles. Merci. Il y a une personne là qui lève la main. Vous, là, et puis après, je vous vois de l'autre côté. Franck David, je suis élu du département du Jura, vétérinaire et président de l'entente interdépartementale de lutte contre les zoonoses. Donc, j'ai beaucoup... Qui va s'arrêter en décembre 24, pour faute de combattants parmi les départements français. Voilà. L'entente a beaucoup travaillé d'abord sur la rage, ensuite sur l'échinococose alvéolaire, ensuite sur la leptospirose, dernièrement sur la maladie de Lyme, et puis sur toutes les maladies transmises par les vecteurs moustiques. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion que plutôt que de vouloir éradiquer ou réguler les populations qui transmettent les zoonoses, donc qui mettent en péril la santé humaine, et il faut apprendre à vivre avec, mieux s'informer, mieux connaître les risques et les situations à risque. Et parce qu'au début, très naïvement, je me disais que si on essayait de réduire l'échinococose alvéolaire, qui en Franche-Comté est un véritable potentiel fléau pour la santé humaine, vu le nombre de renards infestés et vu le nombre d'échinocoques dans la nature donc, qui sont là, plutôt que de penser à éradiquer le renard, il vaut mieux apprendre et surtout connaître comment on se met en risque avec cette potentielle maladie. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce que Madame Vanessa, ce qu'elle nous a dit sur... parce que moi, je suis tout le temps émerveillé depuis gamin sur la nature, sur sa découverte, sur son apprentissage, et aussi émerveillé de voir, par exemple, un cycle de parasites comme l'échinocoque ou le leptospire qui arrive à se frayer un chemin, mais qui nous met aussi en péril. Voilà. Vivre avec, c'est juste un travail d'acculturation aussi assez large qui est nécessaire. Dominique, monsieur oui, je peux commenter. J'en profite pour dire aussi que on va avoir un arrêt de l'Élysée. Hein. On a aussi un problème. On parlait de mémoire environnementale, de ligne de base. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on n'aura plus de suivi sur certaines maladies parce que simplement la structure a disparu. Par contre, je suis persuadé que les scientifiques vont être appelés au moment de la crise majeure qui arrivera, pas forcément pour l'échinococose, mais par ailleurs. Et on nous demandera des solutions. À un moment, on n'aura absolument pas les éléments pour y répondre parce que les solutions, elles se trouvent dans l'intercrise, c'est-à-dire quand il n'y a pas de problème. Et là, on a une grande maladie sociétale qui fait qu'on ne va s'intéresser à suivre les espèces que quand elles posent problème. Mais quand elles posent problème, c'est déjà trop tard. Et je vous jure que j'ai beaucoup de mal, un mal énorme,
vis-à-vis du monde politique notamment, et des financeurs, bon, je les comprends aussi de ce point de vue-là, à convaincre les gens. On a un exemple typique, voilà un organisme qui est responsable de l'éradication de la rage en France par la vaccination orale d'Ernard, qui assure un suivi échinococcose pendant plus de 20 ans, j'y ai participé en tant que scientifique, et qui va nous laisser maintenant, leptospirose, qui va nous laisser maintenant orphelins, et d'ici 10-15 ans, il se passera peut-être quelque chose, mais on n'aura pas compris pourquoi. Et là, on va nous appeler en disant, les gars, vous devez savoir. Ben non, on ne saura pas. D'accord. Oui. Oui, juste pour terminer, c'est qu'effectivement, choisir des espèces qu'on garde ou qu'on ne garde pas, on est encore dans ce même jeu de maîtrise et de surplomb d'une humanité qui pense qu'elle peut gérer des choses qui finalement la dépassent perpétuellement. Donc, par contre, si on apprenait un peu plus humblement à connaître pour s'adapter, pour comprendre comment l'autre fonctionne et faire en sorte d'être moins gêné par cette coprésence, où ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça change déjà beaucoup de paradigme du rapport à la nature. Je pense que c'est ce tournant-là qui est important aujourd'hui à penser. Ouais. Mais c'est vraiment un tournant, moi je trouve, de tous les acteurs. C'est-à-dire que pour éviter de se retrouver dans des situations de crise où on est démuni, en gros, dans l'intercrise, c'est un énorme travail des acteurs, y compris de vous, naturalistes et chercheurs, pour aussi aller dans ce sens-là dans votre communication, je trouve, auprès des décideurs, pour leur apprendre et les aider aussi à être dans cette posture pour qu'ils le répercutent aux citoyens en disant il faut vivre avec et ça fait partie de la vie. Et voilà, enfin, je trouve que c'est important. Si vous êtes d'accord, on va passer à une question suivante ou un commentaire. Oui, bonjour. Henri Cuny. Alors moi, peut-être ma question est plus spécifique au premier exposé de Frédéric Ducarme, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs et je vous en remercie. Alors je voulais peut-être revenir sur un terme qui me hérisse un peu les poils à chaque fois, qui est le terme piloter. Alors on a parlé de piloter la biodiversité. Moi je travaille dans la forêt, on parle aujourd'hui de piloter la forêt. Et les plus fous parlent peut-être de piloter la terre ou piloter la vie. Et donc finalement, quand on parle de piloter, on retrouve un peu la vision de la nature de Descartes, en fait, la nature comme un mécanisme, et que si on arrive à en comprendre tous les rouages, finalement, les rouages, ça en devient un système paramétrable, et que si on joue sur les bons paramètres, on pourra orienter la nature comme on veut. Donc voilà, ma question elle est simple, c'est la vie, la nature, sont-ils des systèmes paramétrables, pilotables? Et puis peut-être que vous précisiez ce que vous entendez par piloter la biodiversité, peut-être c'est pas dans ce sens-là que c'était évoqué, quoi. Alors, c'est un terme que j'ai repris, mais que je ne prends pas à mon compte. D'ailleurs, le livre de Patrick Blandin que j'ai cité est extrêmement critique face à ce terme et à cette posture. D'où le titre, de la protection de la nature au pilotage de la biodiversité, qui prend vraiment comme une expression. Déjà, le fait que la biodiversité ait remplacé la nature, c'est un problème. Et que le pilotage remplace la protection, c'est un problème aussi, parce qu'effectivement, on l'a bien vu avec le Covid, la maîtrise totale de la nature est complètement illusoire, parce que c'est un système tellement complexe. Vu comment, en plus, on finance la recherche actuellement, oui, il faudrait d'abord avoir les connaissances pour ensuite pouvoir faire ce pilotage. Et vu à quelle distance on est de ces connaissances, il faut être très humble. C'est ce que dit Descartes, par ailleurs. Hein. Descartes dit bien que théoriquement, avec les connaissances complètes, si nous étions Dieu, nous pourrions être comme maître et posteur de la nature, mais on ne le saura jamais. Donc Descartes est souvent vu comme le grand méchant loup de l'écologie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc oui, la posture de pilotage, elle doit pas être prométhéenne. Après, pour ça que j'avais aussi mis en dessous le livre des Larère, qui propose une autre posture qui est celle de penser et agir avec la nature. C'est-à-dire essayer de connaître dans l'humble mesure de nos possibilités. Et on sait qu'on ne connaîtra jamais bien, jamais assez. Et à partir de là, essayer d'agir, et pas d'agir contre, mais d'agir avec la nature. Et ça, c'est une posture qui me paraît beaucoup plus humble, beaucoup plus réaliste. Parce qu'il ne faut pas non plus subir complètement. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis ces deux ouvrages côte à côte. Mais merci de me permettre de me repositionner. Je n'invite pas au pilotage de la biodiversité, qui est un objectif absolument irréaliste et donc dangereux. On va malheureusement devoir s'arrêter là, vu l'heure.
je vous remercie à tous les trois. Merci pour la richesse de chacune de vos interventions, puis comment en fait elles rebondissent les unes par rapport aux autres. C'est très, très précieux. Et nous allons continuer de toute façon cet après-midi et demain. Donc on me dit que la pause déjeuner qui a lieu maintenant jusqu'à 13h30. Donc essayez vraiment d'être là pour que on grignote pas justement sur les temps de présentation et d'échange. Si j'ai bien compris, le déjeuner, c'est vous continuez sur ce chemin, vous le poursuivez dans la direction de la ville. Il y a dans vos petits livrets, un plan avec une numérotation de où se passe le déjeuner. C'est pas loin, mais voilà. La lettre E, me dit-on. Voilà.